salut tout le monde, c'est Natsu de Fairytale, mais en fait non, c'est River Reaper. Bienvenue, on se trouve à Polymanga. Alors voilà, on va faire une dédicace avec Denis Brognard. C'est parti. Ah ouais, d'accord. Respect vers les mangas. Du coup, c'était trop cool. À la salle, c'est le Prince. Ouais. Certaines images du public seront disponibles sur Twitch. Allez, tous ensemble, bien fort. Denis Brognard. Eh bien écoute, moi je suis très impressionné déjà d'être à Montreux dans cette salle qui est absolument mythique. Et puis je suis assez impressionné par la ferveur, l'ambiance que je découvre depuis ce matin dans ce festival. Les gens qui sont déguisés, qui sont prêts à faire la fête. Et puis il y a un truc qui est quand même génial, c'est que si on ferme les yeux, on a presque envie d'oublier les masques, le confinement, etc. Et là, on revit. Alors, il y a encore quelques masques, très peu, peut-être des gens qui sont enrhumés, etc. Mais ça fait du bien, je trouve, de se sentir à nouveau dans un monde normal. Et puis, je trouve qu'il y a c'est le vieux monsieur que je suis qui dit ça, il y a une énergie avec toute cette jeunesse. Et puis, encore une fois, il y a quelque chose qui m'impressionne. Moi, j'ai des enfants qui ont entre 15 et 21 ans. Mais il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est de voir des gens passionnés. Et je trouve que c'est très important quand on est un adolescent, un jeune adulte, d'être passionné par les mangas, d'être passionné par cet univers japonais, d'être passionné par les robots, etc., etc. En tout cas, d'avoir une passion, de la vivre à 200 à l'heure et de pouvoir se retrouver avec d'autres passionnés dans un festival comme Polymanga ici à Montreux. Donc c'est pour moi une très très belle expérience que d'être ici avec vous aujourd'hui. On fait de longues études, et c'est vrai quand je leur ai dit je veux être prof de gym, ou en tout cas je veux faire un début de cursus pour être prof de gym à la fac en France, pour avoir la possibilité ensuite d'intégrer une école de journalisme. Ma mère qui était prof de maths m'a dit t'es plutôt matheux, donc pas assez littéraire, donc pour être journaliste ce sera un peu juste. Et puis prof de gym c'était pas assez bien pour mes parents, donc c'est vrai que je me suis retrouvé en médecine un peu malgré moi, parce que j'avais pas fait encore ma mue familiale et j'avais pas osé dire à mes parents donc j'ai fait 1 année et demie de médecine, je suis parti travailler au Club Méditerranée comme animateur, puis je me suis ensuite retrouvé en fac d'éducation physique pendant 3 ans pour pouvoir intégrer l'école 1 an et demi, parce que j'ai pas su peut-être aussi à un moment dire à mes parents c'est ce que je veux faire et laissez-moi le faire, de toute façon quoi que vous puissiez dire ça ne changera rien. Mais franchement, j'ai jamais eu l'envie d'être médecin. Ce qui est certain, c'est que j'ai choisi ces études-là parce que j'avais fait un bac scientifique et que derrière, il n'y avait pas de concours d'entrée. Le concours, il était à la sortie de la première année, puis que mon meilleur ami à l'époque, qui lui est devenu médecin, a rentré en fac de médecine. Mais voilà, ma vraie passion, ma vraie vocation, c'était le journalisme, et en particulier le journalisme de sport. Et effectivement, en tant que journaliste, tu as eu une carrière passionnante, tu es passé par énormément de maisons différentes, mais avant, comme tu dis, tu as commencé au Club Med en tant qu'animateur. Est-ce que tu t'attendais à te retrouver animateur comme ça, à ce moment-là, et est-ce que ça a créé un déclic chez toi? Tu sais, quand tu es au Club Med, moi j'avais un diplôme de maître nageur, j'étais aussi moniteur de tennis, donc j'avais, si tu veux, et je parlais correctement anglais. Donc ça faisait plusieurs cordes à mon arc, et quand tu es au Club Med, t'es maître nageur ou moniteur de tennis la journée, et puis le soir, comme tout le monde, tu te retrouves au spectacle. Et là, il y a plusieurs orientations possibles, et c'est vrai que comme je parle à peu près correctement anglais, souvent je faisais la traduction du chef de village dans la présentation des shows, et puis ensuite je présentais le show le soir de la semaine où il était en repos. Donc c'était quelque chose d'intéressant, et puis
au moins l'animation, je pouvais répéter un peu quand je voulais, alors que la répétition de la danse pour les autres géos et les autres animateurs, c'était en pleine nuit. Donc ça me permettait aussi d'avoir une vie un peu plus normale. Et puis j'avoue que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et un univers dans lequel je me suis senti très rapidement à l'aise. Et est-ce que tu testais déjà les futures épreuves de Koh-Lanta sur les invités du Club Med? Non, mais j'aimais bien lancer des petits défis. Je faisais notamment un défi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on jouait au tennis à la main. C'est-à-dire que, imagine, on joue au tennis tous les deux, James, toi tu as une raquette, tu joues au tennis normalement, moi j'ai pas de raquette, je ne joue qu'à la main. C'est-à-dire que mon but, c'est soit directement, soit après un rebond, d'attraper la balle à la main et de la renvoyer avec juste un pas d'élan, comme je le veux. Et mon but à ce moment-là, c'était d'aller le plus près du filet, parce que si je suis à côté du filet et que j'attrape la balle, ben, si tu restes au fond de cours, je la pose devant et tu peux pas l'avoir, et si tu es devant, je la jette derrière et tu peux pas l'avoir non plus. Voilà, donc c'était un univers comme ça. J'avais déjà le jeu, j'avais déjà travestir un petit peu certaines activités pour les rendre un peu plus ludiques ou originales, mais non, j'avais pas encore testé ni les poteaux, ni la dégustation sur les épreuves du Club Med. Ni le fait d'avoir faim pendant 3 jours et d'attendre. Ah non, le Club Med, c'est exactement l'inverse, parce que tu as des buffets pantagruéliques qui sont là, donc j'ai envie de te dire, c'est que tu manges trop au Club Med. Donc c'est un peu l'inverse de Koh-Lanta. C'est-à-dire à Koh-Lanta, tu maigris, au Club Med, si tu fais pas d'activité, tu prends quelques kilos. Bizarrement, c'est moins drôle sur la télé avant. Je sais pas. En tout cas, je pense que Koh-Lanta laisse des souvenirs plus forts et incontestablement impérissables. Mais alors, longtemps. Voilà, donc, et je suis rentré dans cet univers-là, à Europe 1 et à Eurosport, parce qu'au début d'une carrière, c'est difficile d'être intégré et d'être embauché en CDI dans une rédaction, mais la plupart des journalistes, et moi j'en faisais partie, on avait des piges un peu partout, et moi je partageais mon temps entre Europe 1, la radio, et Eurosport, qui en étaient à ses grands débuts, Eurosport en France. Voilà, moitié du temps de chaque côté, jusqu'en 99, où là, alors que j'étais salarié d'Europe 1, un jour j'ai reçu un qui m'a dit, alors je ne connaissais pas du tout, il m'appelle et il dit Denis, est-ce qu'on peut se voir? Je voudrais qu'on travaille ensemble, t'as une voix de fakir. Je ne savais pas comment le prendre, d'autant qu'il était assez direct avec moi. Il me dit, t'inquiète, c'est positif. Est-ce que demain 15h on peut te voir à TF1? J'avais un rendez-vous à l'époque à 15h, je l'ai annulé et me voilà à TF1 dans la grande tour, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, pas loin du périphérique Porte de Saint-Cloud là, et je me retrouve au dernier étage, vu sur la tour Eiffel, immense bureau, un grand bureau carré, les bureaux des boss quoi. Et voilà, et on m'a proposé donc un contrat de grand reporter que j'ai accepté, et ça a été le début d'une très belle aventure qui est en cours encore à TF1, puisque je suis donc rentré le 1er août 99. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans cette belle maison. Et c'est aussi, je trouve que ce gage de fidélité, c'est aussi un gage de qualité de la relation. Et je suis pas certain que ce soit quelque chose qui existera encore beaucoup pour vous, qui est des dizaines, parfois même des centaines de millions d'euros. On pense notamment à Stroll. Non, mais je pense notamment, regardez en France, Théo Pourchère aurait dû intégrer Alfa Romeo, on lui a préféré un Chinois, qui est d'ailleurs pas si mauvais que ça, mais qui est arrivé avec 30 millions d'euros. Donc quand vous arrivez avec 30 millions d'euros, vous avez tout de suite des meilleures qualités de pilotage. Et puis il a réussi parce qu'il a un talent hors norme, même chose pour Lewis Hamilton, qui était d'une famille relativement modeste en Angleterre, ils ont réussi à progresser, mais globalement, l'argent joue un rôle extrêmement important, et j'ai envie de te dire que, à de rares exceptions près, la première question qu'on te pose, c'est quel est le budget que tu peux apporter avant de te poser. Parce qu'on a quand même la chance ici d'avoir un beau public et d'avoir des échanges avec ce public. Donc on a dans la salle des gens qui peuvent passer avec des micros. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Denis en direct, n'hésitez pas à lever la main. C'est une question intéressante. Je te rassure, t'es pas le premier ni le dernier à avoir tenté ta chance plein de fois et de ne pas avoir réussi. Ça veut dire que t'es pas un bon candidat potentiel de Koh-Lanta. Il faut imaginer que sur chaque saison, et encore, on limite la période d'inscription à quelques semaines, on a 25 000 candidatures. Pour 20 candidats ou 24 au maximum. Donc tu imagines, on prend une personne sur... En plus pour toi, c'est que tu rentres dans la case la plus dense. C'est-à-dire des gens entre 28 et 38 ans, globalement, c'est la catégorie où il y a plus de gens. Maintenant, le casting, il est fait en plusieurs parties.
vous envoyez pas un ordinateur, c'est pas binaire, c'est pas oui ou non. Voilà, on met dans différentes catégories, d'âge, milieu socio-culturel, socio-professionnel, région, etc. Et puis ensuite, on essaye de mettre en place un casting qui est le plus représentatif de la population française, le plus représentatif aussi des téléspectateurs de TF1. Et c'est quelque chose de très complexe, mais c'est de l'humain. C'est-à-dire que à un moment ou un autre, voilà, il y a des gens qui se disent on va plutôt mettre en avant cette personne qui nous a touché par son dossier plutôt qu'une autre. Mais ça n'empêche que, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Arnaud, l'agriculteur de l'Est de la France, il a été pris à sa 10e candidature. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je te dis qu'à aucun moment, ça veut dire que les dossiers qui ne nous intéressent pas, c'est les dossiers qui ont été faits à la va-vite, qui sont incomplets, et qu'on met immédiatement à la poubelle. C'est-à-dire qu'on estime que pour venir faire Koh-Lanta, se donner les moyens de faire répondre à toutes les questions avec le plus de sérieux possible, envoyer les photos qu'on vous demande, enfin bref. Donc un dossier incomplet est un dossier qui ne sera jamais pris en compte. Maintenant, moi, à titre personnel, j'interviens sur la dernière partie de ce casting. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui nous propose d'abord plusieurs centaines de gens qui sont interrogés à Paris, et de ces quelques centaines, on en retient une centaine à peu près. Ces gens-là, ensuite, on leur fait de casting final, où il y a des gens de TF1, des gens de la société de production. Sur ces 60, on en choisit 20. Et comment ça se passe? C'est un tour de table. Il y en a pour qui c'est une évidence et il y a l'unanimité. Il y en a pour qui, à l'inverse, on trouve que c'est une erreur de l'équipe de casteurs, on ne voit pas l'intérêt de prendre cette personne-là, donc c'est rapidement joué. Et puis ensuite, il y a un arbitrage entre des gens pour qui certains disent banco, on veut que cette personne-là soit dans Koh-Lanta, et puis d'autres qui disent exactement l'inverse en disant non, je crois pas. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas de qualité, ça veut dire que moi, par exemple, je peux très bien dire ouais, cette personne-là, moi je la vois pas dans cette saison parce qu'elle me fait trop penser dans son profil physique, psychologique, à un candidat marquant d'une année précédente, par exemple, tu vois. Et puis ensuite, imagine, on a déjà trouvé quelqu'un, un jeune, célibataire, sportif de Marseille. Si on a un deuxième candidat super valeureux, qui a à peu près le même pédigré et qui vient de Toulon, on pourra pas, tu vois. Mais ça veut pas dire que cette personne-là, on la prendra pas l'année d'après. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est continue à t'inscrire. Un petit blond avec plutôt une grande bouche, sympathique, qui se marre tout le temps. Enfin, mais si je te le disais, ça te donnerait moins envie de regarder. Donc ça me gênerait moi aussi. Donc jamais je ne te révélerai la moindre information sur ce qui va se passer. C'est une marque de fabrique chez moi. Là, des anonymes, alors vous n'allez pas vous identifier à ces gens-là parce qu'ils sont trop différents de vous. En revanche, vous allez avoir de la curiosité pour eux. Et donc, c'est pas du tout le même ressort. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on l'a fait une fois avec les sportifs, mais on n'a pas du tout envie de mettre en place un Koh-Lanta pour des personnalités. C'est fait dans certains pays, notamment en Italie. Mais peut-être qu'un jour on le fera, mais en tout cas, c'est pas prévu à courte et à moyenne échéance. Et pour la deuxième partie de ta question, si un jour il y avait un Koh-Lanta avec des personnalités, est-ce que j'aurais envie d'y participer? C'est la seule émission que j'aurais aimé faire en tant que participant, mais je suis jamais aussi sûr que d'aller au bout des 40 jours qu'en étant animateur. Il est du business, donc à un moment ce serait un peu compliqué, donc tu vois, j'essaye de faire Koh-Lanta avec ma famille, avec mes potes, mais loin de la télévision, de temps en temps. Mais c'est sûr que c'est l'émission qui regroupe tout ce que j'aime, l'évasion, le dépassement de soi, le voyage, la compétition, les rapports humains, c'est quelque chose de merveilleux. Donc voilà, dans une autre vie, je pense que je ferai Koh-Lanta. Je teste pas parce que j'ai peur d'être ridicule et puis de tomber dans l'eau trop vite et qu'elle est froide. Koh-Lanta, déjà l'eau est chaude, et j'aime bien effectivement me rendre compte, donc je les ai quasiment toutes testées. Alors avant que vous me posiez la question subsidiaire, la dégustation, je l'ai testée, j'ai quasiment tout essayé. Ça c'est une chose. Les poteaux j'ai essayé, mais malheureusement j'ai un sens de l'équilibre malheureusement qui est pas toujours très bon. Les épreuves de patience, ça me fatigue vite, le cochon pendu là c'est. Donc j'essaye, mais j'y reste pas longtemps. Mais en revanche, tout ce qui est parcours du combattant, tout ce qui est aquatique, parce que l'eau c'est vraiment mon domaine, j'aime bien essayer ça. Et puis on se fait de temps en temps des petits défis avec certains de mes collègues et mes collaborateurs dans l'équipe technique pour tester
ces épreuves. Et j'avoue que de temps en temps, on est meilleur que les candidats. Mais de temps en temps, on est bien moins bon. Ma déception, ma colère même par rapport à tout ça. Mais j'ai coutume de dire que moi, je suis pas un flic. Et je suis pas là pour être le garde-chiourme et le surveillant de gens. Néanmoins, quand vous avez été échaudé une fois, quand vous avez pris une claque comme celle qu'on a prise, eh bien, tu mets des garde-fous et tu renforces évidemment la sécurité et tu renforces tout pour ne pas te faire avoir une nouvelle fois. Voilà, mais il faut bien comprendre que c'est aussi quelque chose qui a pu se produire parce qu'on avait sur ce Koh-Lanta la légende des gens qui revenaient pour la 3e, 4e, voire 5e fois avec des habitudes déjà et peut-être une capacité à prendre un peu la tangente. Là, par exemple, sur la saison que vous êtes en train de vivre à l'antenne, voilà, c'était des nouveaux. Quand vous êtes nouveau sur Koh-Lanta, j'aime autant vous dire, vous avez tellement de choses à faire, pas vous faire éliminer tous les 3 jours, essayer de gagner les épreuves. Question, s'il te plaît. Attention, ça va aller vite. Dans Koh-Lanta, combien d'aventuriers sont présents au début du jeu? Ou 32? Alors, j'ai envie de te dire, jamais 8, jamais 12, jamais 32, parfois 16, mais parfois 20, parfois 24. Donc, la bonne réponse parmi les 4 de ton questionnaire, c'est 16. C'est bien ça. Bravo. Ah. Combien de temps dure une aventure non hors série? 20 jours, 40 jours, 50 jours ou 100 jours? Elle est gentille, ouais, c'est plutôt sympa. J'imagine que si c'était 100 jours, il donnerait plus sa candidature. Là, tu vois. Dans 100 jours, faut pas déconner. 100 jours sans rien bouffer, tu vas rentrer et tu auras perdu la noce. Non, c'est 40 jours, puisque le slogan, c'est à la fin des 40 jours, il n'en restera qu'un. Depuis quelles années l'épreuve d'orientation et des podos ne sont-elles plus diffusées dans le même épisode? Oh là, attends, là ça commence à devenir un peu plus chaud là. Ça veut dire, depuis combien de temps on coupe la finale en 2? 2020, 2017, 2019, 2022? Je dirais 2019. J'ai 2020. Ah mince, c'est 2022? En 2020, apparemment. Ah, 2020, j'avais pas entendu 2020. J'avais pas entendu 2020. Est-ce qu'on lui accorde? Est-ce que tu veux qu'on la refasse? Est-ce qu'on peut la refaire? Est-ce que tu as une question subsidiaire? Elle est vraiment de ton côté, c'est fou. Ouais, bah, heureusement. Elle est mimi, hein, d'ailleurs. Prochaine question. À ce jour, combien d'éditions de Koh-Lanta ont été diffusées? Alors là, il y a... Vas-y. 21, 24 ou 23? Alors, si c'est des saisons régulières, c'est-à-dire avec des anonymes, sans compter les All-Stars avec les gens qui reviennent, je te dirais 21 saisons. Exactement. Et les 6 All-Stars qui ont été diffusés également. Merci pour la précision. J'adore quand tu me fais un petit clin d'œil comme ça. Ton code source à la fin, si tu veux. Ah, ça, je sais pas si les gens dans la salle le savent. Fort Boyard et Koh-Lanta sont produits par la même société de production, Adventure Line Productions. Lise, Ah, je alors, te fais mes propositions. vas-y. Elles ont la même longévité. Ils ont les mêmes cascadeurs. Elles ont le même producteur. Alors, la deuxième, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter les propositions? Dans la première, j'ai entendu, donc, même longévité, non. Elles sont le même producteur. Exactement. Yann Le Gag, alias Perforas, élabore les épreuves. C'était ça la petite précision. Effectivement. Ah oui, Yann Le Gag, alors c'est le producteur des jeux, effectivement, mais qui produit les jeux de Koh-Lanta et qui est aussi le père Fouras de Fort Boyard et qui est un ancien danseur étoile de la troupe de Maurice Béjart, bien connu chez vous en Suisse. Eh oui. Je trouve cette anecdote très intéressante. C'est là, moi je pense que comme j'ai donné plein d'infos, ça pourrait être pas 25 mais 50, non? Pour les infos.
Combien y a-t-il eu d'abandons volontaires depuis le début? 5, 9, 12 ou 14? 5 c'est trop peu. 14 c'est, je dirais 9 ou 12. Attends, laisse-moi réfléchir. Je serai incapable de les donner tous. Quand il y a un abandon, ça m'énerve, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un abandon volontaire, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui se présentent qu'à chaque fois que quelqu'un... C'était il y a quelques années, c'est Benoît qui avait réussi à trouver l'anneau d'or. Et Benoît, ça lui avait permis, dès l'instant où il avait l'anneau d'or, d'atteindre et d'accéder directement à la finale. C'est exact. Quelle différence il y a entre le conseil classique et le conseil du jury final? Est-ce qu'il est tourné en direct? Est-ce qu'il y a des caméras supplémentaires? Est-ce qu'il n'y a aucun cadreur pour préserver des fuites? Ou la réponse D? En direct. En tout cas, le conseil final, la dernière partie, le dépouillement, est évidemment, vous le savez, diffusé en direct. Et puis la vraie grande différence aussi, c'est qu'au conseil final, les membres du jury final votent pour élire quelqu'un, donc ils votent pour quelqu'un, l'un des deux finalistes, pour les départager, alors que dans un conseil classique, on vote contre quelqu'un pour éliminer quelqu'un. Mais si je dois prendre des réponses, je dirais réponse 1, le conseil final est en direct. La réponse que j'avais, c'était qu'il n'y avait aucun cadreur. Il n'y a aussi aucun cadreur. Enfin, alors, au conseil final, c'est pas qu'il n'y a aucun cadreur, c'est que tous les cadreurs sont là, mais qu'au moment du vote, effectivement, pour garder la confidentialité et pour éviter que quelqu'un puisse répondre à la question de monsieur pour savoir jusqu'où va Colin, on met les caméras effectivement en mode automatique. Enfin, aujourd'hui. Parfait. Bah, merci beaucoup, Denis. Ouais. Est-ce que tu sais que sur Internet, tu es aussi très connu? Oui. Oui. Tu sais pourquoi? Que ça. J'ai envie de vous dire... Ah! C'est Polymanga. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut éclairer Les hommes et les femmes politiques que je rencontre, je leur dis, l'avantage que nous on a, c'est qu'on n'est pas clivant et que voilà, on peut plaire à des gens qui pensent plein de choses différentes en termes de politique. Donc vous savez, et vous en avez peut-être déjà rendu compte, ma devise c'est jamais parler de politique, mais parler de la vie, parler de votre vie, parler de notre vie et parler de ce qui nous fait vibrer, les voyages, Koh-Lanta, le sport, etc., etc. Parce que n'oubliez pas, moi c'est le credo de ma vie, même dans la difficulté, on en connaît tous les difficultés à des moments de notre existence. Moi je dis toujours à tous ceux que je rencontre, même ceux qui vivent des moments difficiles, la vie est belle, il faut en être persuadé. Du coup, après avoir vu Denis Brognard dans sa conférence, passons à autre chose. C'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu à Polymanga, des posters en 2018, celui-là de Farod, en 2019 celui-là de New Titeuf, et en 2022 un poster de Fairy Tail. Bon, maintenant on va se quitter, mais avant ça je vous réserve une petite surprise. Je vous dis déjà, moi je vous dis à l'année prochaine. Bye bye. Point d'acier du dragon de feu.